Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Tirefest. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel on échange beaucoup ensemble, qui est est-ce que l'algorithme des différentes plateformes change tout le temps et c'est à cause de ça qu'on n'a pas de bonne performance. Nous, notre thèse, elle est plutôt inverse. Elle est de dire faut qu'on arrête de se trouver des excuses avec un algorithme qui change tout le temps. C'est plutôt est-ce qu'on arrive à créer les bons contenus pour les bonnes personnes. Oui, il y a des changements d'algorithme. Oui, il y a plein d'évolutions. Mais ce n'est pas une excuse quand un contenu ne performe pas. Et ça va être notre sujet du jour. Avant ça, les gars, comment ça va ? Vas-y. Ça va super bien. Merci Glenn de poser la question. De rien. C'est le format du podcast, j'ai pas le choix. Non, j'ai passé un bon week-end parce que j'ai vraiment pris du temps aussi à regarder un peu les réseaux et voir un peu comment ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les choses commencent à pas mal changer, où il y a beaucoup plus de créateurs émergents qui arrivent sur Insta, ou sur TikTok c'était facile d'émerger quand tu étais un jeune créateur, et du coup là maintenant sur Insta j'ai le sentiment, et par rapport au lien, ce que tu disais juste avant, je trouve qu'il y a des belles opportunités à chercher, et en fait j'ai passé un week-end à essayer de trouver un peu les nouveaux créateurs qui émergent pour un format que je lance sur LinkedIn, et c'était hyper cool de me rendre compte que j'étais plus trop dépendant des trends, et quand j'allais regarder des contenus, etc., il y avait des choses intéressantes qui sortaient du lot. Donc ça m'a mis un petit coup de boost au moral, et je me suis dit putain c'est cool, j'ai passé une bonne semaine parce que... Tu pourras nous partager les créateurs tout à l'heure Ouais, carrément. Dans la reco du jour. Mais en tout cas, je vais à fond la forme, comme dirait Glenn. Comment ça va ? Sur le spot comme ça, direct. Vache. Moi ça va aussi, je suis malade pour changer. J'ai l'impression d'avoir été malade depuis 2 ans, je suis malade. Depuis l'hiver. Voilà, depuis l'hiver je suis malade, j'en sors pas, mais ça va. Moi aussi j'ai joué ce week-end, mais j'ai plutôt joué avec Runway. Ok. J'ai upgrade mon abonnement là et j'ai testé leur outil Frames, parce qu'en fait dans l'idée ils ont créé un workflow où tu peux commencer par créer l'équivalent d'une style, enfin une image, un peu une capture d'écran de ta séquence, et après tu l'animes. Sauf que c'est accessible qu'à un certain tiers d'utilisateurs. Et j'étais curieux de voir ce que ça donnait, donc j'ai passé une bonne partie du week-end à expérimenter avec l'outil. Honnêtement, je suis un peu frustré. Je pense que je l'utilise mal, et sans doute je pense que les cas d'usage sont encore très banalisés, on va dire. Mais tu vois que quand tu essaies de lui faire des trucs qui se rapprochent vraiment du naturel et qui sont pas des trucs sur lesquels il a été entraîné, c'est pas évident. Donc je pense que ça a du potentiel. Je vais continuer à jouer parce que de toute façon j'ai pris un mois d'abonnement avec le plein tarif là. C'est combien ? C'est 100 balles, je crois. Mais Runway a toujours été la première, c'était le premier IA qui est la plus créative et plus innovation, et qui permet en fait d'amener les autres IA du coup à se développer. Donc c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que potentiellement Sora demain le fera. Non, mais je pense qu'en termes de storytelling, c'est un bon outil. Mais j'ai le sentiment, et peut-être que je l'aiguille encore assez mal. Alors ils ont une fonctionnalité qui marche très bien, c'est surtout sur leur truc Frames, c'est tu lui donnes une image de référence et à partir de l'image il t'extrapole un prompt que tu peux réutiliser pour régénérer une image. Donc ça c'est intéressant, ça fait gagner du temps, chose que tu n'as pas forcément sur d'autres IA. Enfin en tout cas pas que je sache. Mais voilà, je pense qu'il faut que j'arrive à comprendre où sont les limites et jusqu'à quel point je peux pousser le curseur et comment je le mets sur la bonne voie dès le départ. Donc ça va, mais un peu frustré. Très bien. Et toi Glenn, comment ça va ? What's up ? J'avais pas prévu. Ça va bien, ça va très bien. J'ai un peu moins bossé que vous sur les réseaux sociaux ce week-end. J'ai créé un petit peu de contenu. Je suis en train de chercher aussi un nouveau format, un petit format histoire de designer en partant de plus base. Mais malheureusement, j'ai eu relativement peu de temps. J'étais fait un peu de bricolage à l'intérieur et à l'extérieur. Mais voilà, je suis en train aussi de réfléchir à un petit format. Le premier sort dimanche prochain sur les réseaux. C'est quoi le thème ? Le prochain, c'est collab entre 2 designers bretons et Samsung, qui a créé une télé. Voilà, les gens connaissent cette télé, mais ne savent pas forcément que ce sont 2 designers bretons nés à Quimper. Qui sont... Exactement. Et donc voilà, c'est des petites histoires moi que j'aime bien dans les objets. Des objets que tu as du coup à plus base. Exactement. Et peut-être aussi le faire sur des objets que j'ai pas, parce que sinon ça va commencer à me coûter cher ces conneries. Mais un peu dans la reco que je disais, d'une Fanny à glande, je sais plus comment le dire. Mais voilà, essayer de travailler en tout cas des formats comme ça. Hâte d'écouter ça. C'est bien, on bosse le week-end. C'est pas du boulot, c'est de la passion. Ça s'arrête jamais. À fond la forme. À fond la forme. Les gars, sur le sujet du jour, donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que l'algorithme change toujours et c'est à cause de lui qu'on
qu'on est n'y arrive mauvais. pas. Bah, moi, pour rebondir là-dessus, en fait, hein, je me dis à chaque fois que les gens disent l'algo a changé, etc., moi, je me mets toujours la position de marque, etc., qui se disent, en fait, s'ils font changer l'algorithme, c'est parce qu'il y a un intérêt à eux perso, soit à développer le nombre d'utilisateurs, soit à plaire aux marques, etc. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que aujourd'hui, c'est quand même drivé par rapport aux utilisateurs. C'est que ils ont quand même envie de faire de la rétention, faire en sorte que les utilisateurs restent, etc. Donc en fait, ils se basent quand même beaucoup sur les retours de la communauté, de leurs audiences, etc. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que les gens qui disent que l'algorithme a changé, c'est surtout parce que les gens ont changé d'habitude. Et du coup, en fait, si tu as compris comment les gens fonctionnent, comment ton audience, ta cible fonctionne, en vrai, si tu veux vraiment lui parler, en fait, tu changes pas trop d'algorithme, tu évolues en même temps que les personnes et les usages qu'il pourrait y avoir des plateformes. Donc, quand les personnes disent à chaque fois l'algo change, c'est parce que le monde change. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Ben, et pour rebondir là-dessus, si je reprends l'exemple dont on a parlé la semaine dernière, qui était le retour des carousels sur Instagram, encore une fois, si tu te mets à la place de la plateforme, tu reviens à la base de base, c'est quoi leur modèle économique? Ils vendent de la publicité. Pour pouvoir vendre de la publicité, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des gens qui restent sur leur plateforme. Pourquoi le carrousel marche bien et pourquoi la vidéo marchait bien? La vidéo, c'est un format immersif. Pour peu qu'elle soit bien construite, les gens ils la regardent, ils restent, et entre deux vidéos, tu peux leur servir ta publicité. Le carrousel, c'est pareil. Un carrousel qui est bien construit, c'est du dwell time. C'est des gens qui restent sur le contenu parce qu'ils vont faire défiler les slides, etc. Donc en fait, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'au fond, parce que leur modèle économique n'a pas drastiquement changé, les algos, ils ne changent pas non plus. Leur objectif, ça reste de servir le bon contenu à la bonne personne au bon moment, dans l'optique de maximiser le temps passé sur la plateforme. Après, le format, ça va dépendre aussi beaucoup de l'utilisateur. Si on va sur ma page Explorer, j'aurai vachement plus de carousel que toi, je pense, parce que je consomme plus ce format-là que vous deux, par exemple. Donc, je ne pense pas que les algos changent tant que ça. En tout cas, pas sur, on va dire... la colonne vertébrale du truc, et leur enjeu de base reste toujours le même. Après, c'est comment ils vont répondre à cet enjeu-là qui peut évoluer, mais je pense qu'encore une fois, ça reste relativement marginal. Et là-dessus, c'est le boss d'Instagram qui est hyper actif dans les FAQ et qui avait justement répondu à cette question-là et qui disait en fait, l'algorithme, il n'évolue pas, il évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent au quotidien sur cet algorithme pour qu'il soit le plus pertinent possible et qui t'apporte le contenu le plus pertinent possible. C'est plein de micro-évolutions. Il n'y a pas d'évolution drastique. Des fois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont être un peu plus poussées, mais pour les tester. Et donc, en tout cas, moi, ma thèse là-dessus, c'est de me dire, souvent, ça peut être une excuse facile parce que l'algorithme, en même temps, on ne le maîtrise pas à 100%. Et donc, c'est facile de se dire, sur ce que je ne maîtrise pas à 100%, je repousse la faute. Alors que c'est plutôt de se dire, comme on ne le maîtrise pas à 100%, il faut plutôt essayer de le comprendre. Et des fois, il y a des externalités positives, négatives à ce côté-là qu'on n'avait pas pu voir. Et que l'enjeu de ça derrière, pour réussir à le contrer, c'est poster beaucoup pour être en capacité de comprendre sa cible et qu'à un moment, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Et aussi un truc, si on fait un peu de psychologie de comptoir, mais c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Parce que ça fait un bon sujet. Oui. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens, leur fond de commerce, des gens qui font le même métier que nous, plus ou moins, qui font de la com sur les réseaux sociaux. Si tu fais un post sur le dernier changement d'algo, machin, nanani, t'es sûr que ce sera vu, regardé, commenté. Et c'est toujours au 1er janvier qui change. Et tu peux faire une vidéo de la formation, parce que du coup, tu peux faire une nouvelle formation. Exactement, sortir un qui augmente un peu avec l'inflation. Exactement. Mais là-dedans, tu vois, typiquement, il y a un truc qui est intéressant, c'est le compte de test, s'appelle Design, je crois, par Insta, qui est intéressant, ce qu'ils mettent en place des nouvelles fonctionnalités. Ok, je connais même pas. Et en gros, typiquement, là, je vous avais partagé, c'était du coup le fait maintenant on peut faire des posts avec un code, etc. Et en fait, ils expliquaient qu'aujourd'hui, comparé à un TikTok est vraiment sur un taf la recommandation à fond. Insta a vraiment mis en avant du coup beaucoup de tests, des nouvelles fonctionnalités, parce qu'ils veulent se différencier, ils veulent tester des choses vraiment, je pense, très focus utilisateur, usage, avec les canaux, avec tout ça. Le trial, qui est aussi intéressant dans cette notion de dire en fait, vous vous plaignez de votre commu, de l'algorithme. On teste sur une audience. Bon, après, c'est pas toujours. Mais du coup, j'ai jamais testé. Ils les kill assez vite, leurs fonctionnalités. Okay. Oui, ils testent et ils kill. Ouais. Et en fait, ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même l'audience, les gens, la communauté, pas la communauté, mais les utilisateurs de Insta, qui font
un peu le changement d'algo parce que Mhm. s'ils n'utilisent pas une fonctionnalité, elle disparaît. Que si les carousels sont ultra utilisés, ça veut dire que du coup ils vont être valorisés, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un taf de analyse. Tu vas regarder, je sais pas, tu fais un bench des C'est top intéressant ce créateurs. que tu dis là, parce que si tu tires le fil, ça voudrait dire que les utilisateurs influencent plus les développements de l'algorithme que l'algorithme n'influence la Je consommation suis des convaincu de ça sur utilisateurs. Insta. Moins sur TikTok, mais sur Insta, je suis Ouais, convaincu de ça. ça me surprendrait pas. Ouais. Peut-être que là-dedans, en tout cas, ce qui nous guide aussi, nous, tu vois, dans ces évolutions de consommation, c'est toujours ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Comment on fait pour que les gens passent le plus de temps possible avec nous et de se dire que si sur ta vidéo d'1 minute, les gens restent 30-40 secondes, c'est peut-être un contenu qui va être plus poussé parce qu'on joue au jeu des plateformes et qu'en fait, derrière cet algorithme, c'est toujours la même chose, quoi. Il le disait, je reviens à notre ami Adam, il disait en fait, ce qu'on valorise le plus, ça reste les likes toujours. Tu vois, c'est dire si les gens aiment, c'est qu'ils aiment ce contenu, donc c'est qu'ils vont rester sur la plateforme. Et on en revient toujours à la même chose. Et c'était déjà le cas au début d'Insta. C'est sûr que aujourd'hui la photo est moins valorisée que la vidéo comparé au départ, mais en tout cas ça reste un sujet qui est plus une évolution des psychologies et de l'usage qu'une évolution de l'algo en tant que tel. Et pourtant, une bonne photo qui partage un Oui. moment marquant va ultra performer. Peut aussi Tu vois, fonctionner. je Et prenais l'exemple de Lena Situation avec sa couverture de Forbes. Elle a Mhm. juste repartagé la couverture. Le truc a ultra Oui, performé. oui. Je regardais les niveaux Même performance. Mouloud Achour, là, on le voit partout. Ouais, avec sa exactement. couve. Et en fait, c'est là que c'est la puissance de l'audience, tu vois, de la Ouais. communauté et tout. Demain, si bien on va se rendre compte qu'il y a les top créateurs, ils vont partager que des photos et beaucoup moins de vidéos, mais ils peuvent faire bouger. Un peu moins le cas, mais Je pense qu'il y a moins de risques, encore une fois, pour le jeu de la plateforme, qui est de dire la vidéo crée de la rétention, et donc sur une photo, des fois, c'est un peu plus difficile, même pour eux, je pense, à mesurer le temps de lecture, tu tout vois, par ça. exemple, je dis Chloé Gervais, qui est la copine de Squeezie, elle fait pas du tout la même chose sur TikTok et sur Insta. Sur Insta, elle est très photo, lifestyle, etc. Donc elle va plutôt être sur du ultra quali de ses posts, et versus TikTok, elle va plutôt s'amuser en vidéo, etc. pour le coup. Donc je pense que en fait, c'est bien, peut-être dans 2-3 ans, peut-être on va te retrouver avec quelque chose de différent. Parce que c'est des cycles aussi, Ouais. tu vois, c'est là que c'est plus l'humain qui change, et des fois qui en a marre bientôt on en aura marre des trends, et donc on va revenir sur d'autres formats. On l'a vu aussi sur YouTube, où le divertissement à un moment était poussé avec des prods énormes, et après on est revenu à des choses simples, qui ne sont pas des changements d'algorithme, qui sont plus des changements de consommation, des cycles, et comme tu as dans beaucoup de domaines. C'est quoi, vous, aujourd'hui, vos réflexions pour essayer justement d'aller dans le sens de l'algo sur que ce soit vos créations de contenu, même perso, pour l'agence, c'est quoi un peu les éléments que vous voyez qui vous permettent de rebondir là-dessus? Moi là-dessus, et c'est marrant parce que j'ai animé une formation sur, on se parlait d'un autre réseau, mais sur LinkedIn la semaine dernière. Et en fait, je me dis, si tu pars du principe qu'on est quand même... L'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens passent du temps avec toi. Et par avec toi, j'entends sur ton contenu. On est C'est pour ça qu'on a un podcast. Exactement, pour que les gens passent du temps avec nous. J'espère que vous passerez du temps avec nous. Mais on est quand même à une période où tu as l'offre de contenu qui est plus que pléthorique. Enfin, tu vois, du contenu, tu en as partout, tout le temps. C'est vraiment pas ça qui manque. Moi, ma réflexion principale, c'est... alors après, c'est un peu biaisé parce que je suis sur des sujets de niche, mais c'est quand même... comment est-ce que je fais pour créer de la curiosité ? C'est-à-dire, comment est-ce que dans la manière que je vais avoir d'amener mon sujet, et ça peut être sur la forme comme sur le fond, je vais réussir à faire en sorte que les 2-3 premières secondes, les gens se disent « Tiens, j'aimerais en savoir plus ». Et au fond, je pense que c'est globalement la réflexion majeure, dominante, on va dire. Il y en a, ça va être visuellement, je vais créer une accroche qui fait qu'à un moment, je vais dire « Wow, what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» et j'ai envie de comprendre. Ou alors, c'est je vais poser une promesse ou un problème que les gens auront envie de résoudre. Et par contre, là où ça peut être un peu tricky, c'est quand tu as un mismatch entre ce que tu vas poser comme enjeu et les premières personnes qui vont voir ton contenu. Je m'explique. Je publie je publie le même contenu sur LinkedIn et sur Instagram aujourd'hui. Ouais. Sur Instagram, ma communauté, elle est quand même majoritairement constituée de gens qui sont historiquement mes proches, des personnes que j'ai croisées, mais dans un contexte qui n'était pas forcément professionnel, etc. Quand je prends la parole sur mes réflexions d'ordre professionnel sur Instagram,
l'écho que ça suscite chez ces gens-là est peut-être beaucoup moins important que sur LinkedIn où de fait je suis plus suivi par des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait chez Tierfest, peut-être à ma fonction en tant que directeur général, etc. Donc c'est là où je dis faut s'assurer que ce que tu vas partager rencontre aussi les préoccupations de l'audience qui sera susceptible de voir ton contenu en premier lieu. Parce qu'on sait aussi que ce qui fait que ton contenu sera diffusé, c'est les premières interactions qu'il va y avoir sur ton contenu, quoi. Donc il faut faire gaffe à ça, je pense. Et peut-être aussi que là, tu vois, tu dis cette notion de curiosité, c'est-à-dire qui est hyper importante de dire en fait, je dois susciter de la curiosité dès les premières secondes. Dans la réponse aussi que tu apportes, ne pas aussi, tu vois, se survendre et être en capacité aussi d'apporter quelque chose. C'est ça aussi la rétention derrière, c'est d'apporter quand même quelque chose de la valeur, parce que sinon, dans tous les cas, ça fera peu d'engagement. À moins que ce soit hyper assumé. Tu vois, je sais pas, je reprends la trend des hooks à la Prizzo, c'était un peu ça. C'était, tu savais qu'il y aurait au fil du temps, tu savais qu'il y aurait un mismatch. Presque tu étais curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer derrière, mais tu n'avais pas d'enjeu de cohérence. Tu t'y allais. C'était même ça le jeu, quoi. C'était même ça le jeu. Mais c'est une exception notable sur un truc qui, je pense, effectivement se vérifie, quoi. Et je pense en complément de ce que tu dis, je trouve qu'il y a un truc qui est aussi pas assez fait par les créateurs, les marques, les agences, c'est comment on retourne sur le terrain pour s'intéresser, être curieux aussi des gens, nos cibles, nos audiences, etc. Souvent, en fait, on passe direct à l'étape création de contenu sans avoir fait un vrai travail de journaliste. Et je pense que c'est intéressant de se dire, si tu veux pas passer à côté, comment tu fais pour poser les bonnes questions à ton audience, les inclure dans les réflexions, etc. On en parlait typiquement avec nos clients, comment on les met autour de la table, on les questionne, et c'est ça qui peut réussir à alimenter aussi notre vision stratégique. Et je suis assez convaincu d'une chose, c'est que si toi, tu es curieux et que du coup, tu réussis à trouver les bons sujets, les bonnes interrogations, et que du coup, tu apportes les réponses, tu vises assez juste. Sous réserve que tu sois représentatif de ton audience. Parce que ça, on s'en est beaucoup parlé avec Glenn, le fait de dire ta propre curiosité est un signal fort, entre guillemets. Et je reste convaincu de ça. Mais par contre, je mettrais quand même une astérix à ça, qui est de se dire, quand même garder dans un coin de la tête le prisme des gens que tu vas chercher à toucher, parce que ce qui t'intéresse toi, intéressera peut-être pas l'audience de ton client. Et je pense qu'il faut faire gaffe à pas prendre ce raccourci-là, au risque des fois d'avoir un mismatch, tu vois. Et le deuxième truc que je dirais par rapport à ça, et où je suis complètement d'accord avec toi, et c'est particulièrement important, par exemple, sur des contenus genre humour. Tu vois, je pense que le plus gros faux pas que tu peux faire quand tu veux faire un contenu un peu humoristique, c'est faire un truc qui te fait rire toi, mais qui va passer au-dessus de la tête de ton audience cible. Mais... C'est notre problème, ça, des fois. Bah ouais, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et, en fait, et pour ça, tu vois, je trouve qu'il y a le taf de... tu connais ta cible. Tu vas passer du temps avec cette cible-là, sans lui parler de social media, mais tu passes juste 1 heure, 2 heures à discuter avec des personnes qui correspondent à ta cible. Tu vas bouffer avec eux. Et du coup, potentiellement, tu prends un petit carnet et tu auras plein de sujets intéressants. Mais je pense qu'aujourd'hui, un bon créateur, c'est quelqu'un de curieux. En fait, il y aura ceux qui vont copier des contenus qui vont performer, qui vont marcher. Je pense que les très bons créateurs que je vois passer, c'est juste des gens passionnés. Et en fait, quand tu es passionné, tu vois, là, je suis un runner qui a fait qui court. Non, mais qui a fait le marathon de Paris ce week-end. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est que en gros, il avait vu tous les gens qui faisaient des marathons et tout. Il avait un objectif, c'était de faire taper un record du marathon. Le mec, il s'est mis en costume cravate. Il a fait un super temps, mais il a été interviewé par tout le monde. En fait, il savait que derrière, juste, il est bon. Mais en fait, être bon en running, c'est pas suffisant. Si tu veux être visible, tu fous un costume cravate, tu dis que tu as couru en costume cravate. Il a attiré la curiosité et en fait, tous les journalistes sont venus le voir et il a eu vachement de visibilité. Et je trouvais juste dans la façon de l'amener hyper smart. Il a dû avoir ça a dû le cisailler partout. Il avait mis des pansements. Il avait pris 2 tailles au-dessus son costume. Mais il a mis un oversize. Et en fait, moi, quand je vous ai posé la question tout à l'heure de quoi faire justement pour répondre à cet algorithme et donc peut-être plus répondre à la communauté, pour moi, c'est un enjeu de singularité que tu donnais, ou même la curiosité derrière. Il y a tellement de contenu, c'est comment tu cultives une singularité, et donc des fois de copier, ça aide pas à avoir une singularité, ça peut aider à commencer des fois au départ, mais à un moment tu vas devoir cultiver ta singularité, et aujourd'hui sur les réseaux elle peut passer par plein de facteurs, ça peut être le ton, ça peut être une tenue vestimentaire, ça peut être plein de sujets. Une marque où je trouve qu'on commence à toucher du doigt ce truc là, c'est Saveol. Tu vois, où je trouve qu'on commence à avoir un ton,
je prends l'exemple du dernier contenu, alors c'est le dernier au moment où on enregistre ce podcast-là, mais avec Loïc et Mathieu. Ouais. Et ça qui faisait écho à celui où on avait fait la fausse recette, etc. Où je me dis là, on commence à avoir un fil qu'on arrive à tirer qui est intéressant. Avoir une patte, quoi. Je suis d'accord. Que Ben surtout la travaille aussi sur Braze Cola, où il y a l'objectif justement c'est d'avoir aussi une patte où on teste des choses et où et c'est souvent ce qu'on dit de l'algo, dire purée, mon premier contenu que j'ai fait là-dessus ça fonctionne pas, il m'a pas mis en avant. En plus aujourd'hui quand tu as un compte créateur, tu vois est-ce qu'il essaie d'en découvrir ou pas, mais c'est aussi d'être résilient là-dessus. C'est-à-dire qu'un contenu, un format, ça met pas trois formats à réussir à être mis en avant. Il faut que les gens comprennent, il faut amener les gens dans l'aventure, et donc il y a aussi de la résilience à avoir là-dessus. Et d'ailleurs, pour aller un cran plus loin là-dessus, et j'en profite pour saluer le travail des équipes qui ont bossé sur Saveol, mais le dernier contenu en date, je ne serais pas surpris de le voir émerger sur notre tableau des top posts, parce qu'il a fait 15 000 vues. Et entre les likes et les commentaires, il fait 160 interactions, un peu plus, je crois. Ouais. Donc il est cohérent dans le ratio. Ouais. Et donc, du coup, on est pas mal. Donc, c'est un indicateur aussi assez fort du fait que ça trouve son public, en tout cas. Ça suscite de la résonance. Et je pense que si on arrive en plus à le répéter le plus de fois, les gens vont commencer aussi à voir... en fait, quand tu regardes un contenu Saveol, tu te dis « Ah putain, qu'est-ce qu'ils vont me proposer cette fois-ci ?» Et c'est ce truc-là, je pense, qui doit être aussi travaillé. Et même dans le côté où, du coup, c'est quoi la prochaine étape ? Parce qu'en fait, pour décrire un peu le contenu, c'est quelqu'un qui s'apprête à manger une fraise avec du sucre et il y a quelqu'un qui vient l'arrêter. Mais c'est comment tu fais pour pousser le curseur à chaque fois ? La prochaine étape, c'est genre qui est en train de bouffer une fraise et à la fin, tu finis avec Philippe Etchebest qui va le faire et tu l'arrêtes. Et en fait, c'est aussi, je pense que vous le disiez, mais la répétition, le fait de se dire que ce format-là, comment on fait pour cranter à chaque fois ? Où je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs ou de marques qui s'arrêtent au niveau 1. Alors qu'en fait, c'est plutôt une montée en puissance de se dire c'est quoi la prochaine étape ? Et du coup, si on tire le fil, si on tire le fil, parce que tu disais donc cette singularité, il y a plein de manières de la faire vivre. Là, on parlait du ton. Tu parlais aussi rapidement de la mise en scène, tu vois, genre. Je pense que ça s'additionne même. Tu vois, si tu as envie de créer, tu vois. Et je pense que tu as aussi, le dernier truc, c'est l'affect qu'il y a avec la marque. C'est un truc qu'on peut pas mesurer forcément, mais il y a aussi beaucoup en social media, c'est l'affect avec le chef de, le CM qui est derrière. C'est comment en fait, on va réussir à créer un lien. On le voyait avec le Clair de Pont-l'Abbé aussi qui fait leur force. Je regarde beaucoup leur contenu. Il y a des contenus qui flopent par rapport à l'audience qu'ils ont, et il y en a d'autres qui performent bien. Souvent, c'est parce que en fait, la communauté elle est très engagée. La différence entre un contenu qui va bien marcher et un contenu qui va pas bien marcher, c'est pas forcément le contenu, c'est la question qui va amener en commentaire, c'est l'interaction, etc. Et j'ai vu des créateurs qui commencent à penser par la fin, qui est en fait quel commentaire je veux générer, et du coup ils pensent leur contenu de cette manière-là. Ça c'est smart. Soit ça, ou je me dis, tu vois, dans cette quête-là, soit tu te dis c'est un contenu qui va être fortement enregistré, donc tu vois, qui apporte une valeur, où tu vas avoir quelque chose où tu te dis, putain, il faut vraiment que je l'enregistre, ou fortement partagé, on le voit nous sur les contenus humour, où tu te dis, putain, à quel pote ou à quelle personne de ton entourage tu as envie de l'envoyer. Et donc je pense aussi, pour rester dans cette réflexion d'algo, qu'il y a aussi des objectifs différents. Certains il y aura surtout beaucoup de likes, peu de commentaires, parce que je sais pas, ça va être très beau, il y a peu d'enjeux à commenter. D'autres, ils vont être sur l'enregistrement, d'autres sur le partage. Et donc aussi réfléchir ces formats là-dessus, parce qu'on sait que c'est des stimuli à algo, quoi. Mais par exemple, je prends l'exemple d'une vidéo recette. Tu as les très belles vidéos recettes qui sont très satisfaisantes. Si les gens se le partagent, c'est des créateurs de contenu qui vont se partager entre eux, un photographe ou un vidéaste qui va dire putain, regarde, la réalisation elle est trop bien, etc. Ou ça va être du coup des personnes qui vont juste se dire c'est beau et c'est satisfaisant, ils vont l'enregistrer. Par contre, une recette familiale qui part d'une problématique, on va dire 5 minutes pour créer un lunch pour ma famille, tu vois. Ça, en fait, il y a un potentiel d'enregistrement beaucoup plus fort, parce qu'on a tous ce petit tableau idées recettes, on a tous ce partage qu'on envoie à sa copine ou son copain, etc. Et en fait, je pense qu'il y a des contenus de base, on sait qu'ils ont un potentiel beaucoup plus fort. C'est là qu'on en revient aussi à la connaissance de ton audience. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu vois, quand tu le dis comme ça m'interpelle. Si je fais une belle vidéo, genre je travaille la réalisation, alors évidemment qu'il y a l'enjeu de qu'est-ce que ça raconte de la marque. Et tu peux le justifier juste en disant j'ai un enjeu à ce que ma marque soit perçue comme une marque premium, donc il faut que le contenu soit ultra qualitatif. Ok. Mais au fond, à qui ça parle, tu vois ? Est-ce qu'à un moment, on va vraiment parler ? Alors oui, je pense qu'un chef, par exemple, un peu capé et tout, sera sensible au fait de voir quelque chose de beau. Demain, t'es bartender dans un établissement un peu branché, machin et tout, tu seras content de voir des belles vidéos parce que tu te projettes
de l'autre côté du bar en me disant putain, si demain j'arrive à pourrais avoir le l'envoyer même à un autre rendu bartender. visuellement, machin, etc., tu pourras l'envoyer à un autre bartender. Mais effectivement, attention à pas se tromper de combat parce que derrière, c'est quoi la finalité de ton audience cible, quoi, et qu'est-ce qui va faire vraiment la différence dans le comportement de ton audience. Surtout qu'on a 2 leviers qui sont soit l'organique, nous la visibilité en organique, et je pense pour des contenus dire familiaux, grand public, etc., c'est un très bon levier. Après, il y a l'ADS aussi. Typiquement, une belle vidéo bien produite, etc., pour le B2B ou pour les bartenders, ça pourrait être... c'est très intéressant d'avoir quelque chose de beau pour que derrière, on associe le produit à une belle image. Et c'est aussi ça un peu le jeu que faisait la télé. C'était que derrière, ta pub, tu vas pas faire un truc humoristique pour un produit qui est premium. Et en fait, je pense que là-dedans, si tu as ton objectif qui est très clair dans ta tête, en fait, c'est difficile de viser à côté, quoi. Si on essaie de résumer, avant de passer, je pense, à la dernière section, parce qu'on on a évoqué plein de trucs, mais donc, ce qu'on entend par là, c'est la connaissance de son audience cible. Ouais. Donc, en y allant par la curiosité, en se disant, voilà, je vais essayer de passer du temps avec les gens que je cherche à toucher pour comprendre quels sont leurs enjeux, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les fait pleurer, qu'est-ce qui les fait réagir, à qui est-ce qui partage le genre de contenu que j'ai vocation à créer, et du coup, quel angle je vais choisir de retenir, par quelle porte d'entrée je vais attaquer le truc. Et que les réseaux sociaux permettent d'échanger avec beaucoup de gens, beaucoup plus que même en physique. C'est bien de le faire en physique, mais en plus de façon en digitale, on peut discuter avec des milliers de personnes, donc aller chercher de l'info avec eux, quoi. Je ne l'ai pas redit, mais le postulat de départ, c'était quand même de dire que les algos ne changent pas tant que ça. Non. En tout cas, s'ils changent, c'est plutôt à la marge et la colonne vertébrale. En tout cas, le noyau reste le même, à savoir comment on fait pour pousser le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Partant de ce postulat-là, ça pose la question de savoir effectivement quels sont les formats qui sont valorisés, qui sont mis en avant, mais c'est toujours très lié à ce truc-là. Bien comprendre son audience et surtout essayer de trouver comment développer sa singularité. On peut le faire de plein de manières différentes, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur le ton employé, avec toujours ce truc de dire ça ne s'installe pas en une fois. Ce qui fait la singularité, c'est aussi la récurrence, et donc d'être OK avec le fait de se dire que le fil, on va devoir le tirer pendant un moment, puis affiner, et se poser la question de savoir comment on peut aller toujours un peu plus loin, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous paraît cohérent et aligné avec la marque. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Non, c'est ça. Ok, oublié. Exactement. Vous avez compris ? Bon les gars, dernière partie, votre reco de la semaine, c'est qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous voulez nous partager ? Je te laisse commencer parce que... Qui commence ? Toi, t'as une reco, Glenn ? Les mecs n'ont pas fait leur devoir. Regarde, tu peux regarder sur Insta, vraiment. Non, j'en ai une que j'avais gardée derrière les fagots. Très bien, vas-y. Parce que j'avais moins réfléchi la dernière fois. Moi, la reco que je veux faire, c'est un sujet qu'on a en ce moment qui est Dostu, qui est une marque d'eau vitaminée, qui a un packaging de cigarettes et qui a fait ce qu'on recommande à toutes nos marques. Ils ont créé un format signature qui est le micro-trottoir, qui était un format, pour être honnête, qu'on avait un peu mis de côté parce qu'on l'a fait, on a commencé il y a 2 ans à le faire, on l'avait saigné, puis on trouvait que ça avait un peu moins d'intérêt, que c'était un peu passé. Eux, ils ont réussi à le créer en format signature et ils ont réussi à le faire avec une singularité qui est, on va interviewer des personnes où la dégustation est une excuse à l'échange et surtout des personnalités un peu fortes, des gens qu'on pourrait qualifier d'atypiques. Soit des gens qui sont atypiques, ou alors il y a toujours une petite anecdote, il y a quelque chose qui se passe, ou alors ils vont aussi chercher des personnalités. Ils essayent d'aller soit choper un influenceur parce qu'ils savent qu'il habite là, donc ils se mettent en face et ils attendent qu'il sorte, etc., etc. Et donc ils ont réussi avec ce combo-là, un super intervieweur qui va chercher autre chose que la dégustation, des personnalités soit qui sont pas connues mais qui sont très atypiques, donc tu as envie de savoir ce qu'il va nous raconter, un peu dans l'optique de Loris. Si vous regardez les interviews de Loris, à chaque fois il va chercher les personnes atypiques, il va pas chercher une personne classique qui dit ah ouais je déguste ça peut être bien après mon sport. Non, c'est des personnes un peu atypiques des fois, où une marque des fois a du mal même à s'affilier avec ce type de personnalité un peu plus extravagante. Et comment on fait pour aller le faire déguster à des personnalités, mais en mode hack, pas en mode influence. Et ce combo-là répété fonctionne. Là, je regardais, c'est un peu plus de 17K sur Insta. Ils se sont lancés véritablement en décembre dernier. Il y donc a fort on est... à parier que ce soit que de l'organique. Parce que je pense que c'est lance, que de l'organique parce qu'il y a vraiment une grosse différence dans et dans au la départ, ça visibilité. marchait pas très bien. En fait, ils ont Ça a mis du temps. ils ont mis un peu de temps et en fait, du coup, là, quand ça a performé, c'est tous les contenus qui ont performé. Même des contenus qui restaient à 4-5 000 vues. Derrière, effet cascade, quoi. Ouais, exactement. Mm. Donc c'est assez intéressant, c'est que juste beaucoup de résilience dans la création
son contenu. Et il y en a un format qui a explosé, c'est celui avec Léna, Ouais. où elle goûte le produit. Et après, du coup, croissance plus, c'est intéressant. Et ils vont toujours chercher, tu vois, comme on disait tout à l'heure, le truc en plus. Et des fois, ils ont de la chance. Je voyais le dernier qui poste là que tu m'as partagé, où ils interviewent une personne, tu vois, pareil, avec une personnalité. Et il y a juste un camion de CRS qui passe derrière, qui dit nous aussi, on veut déguster. Donc, ils dégustent. Ouais. Donc, je me dis comment avoir les droits et tout. Tu vois, une marque, nous, elle va commencer à dire non, est-ce qu'on a le droit et tout. Eux, ils y vont, quoi. Et Ah, donc, mais la c'est chance vraiment surtout, c'est qu'ils ont quand Ouais, même, pour qu'il y ait un camion de CRS qui reste dans le champ, qui arrive derrière, que les CRS veulent goûter le produit, non, je pense qu'il faut de la chance, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit pas derrière ça. c'est beaucoup de taf. C'est qu'ils passent un temps énorme sur le terrain. Et souvent, quand les gens vont faire un micro-trottoir, ils disent bon, j'ai 2 3-4 heures et personnes, c'est on passe réglé, 2 heures et c'est Ouais. fini. Je pense qu'ils passent Une journée entière. ouais, hein. à Paris, et ils ont les spots à Paris où il y a toutes ces personnalités là. Et donc, hyper Gare du intéressant là-dessus. Gare Ouais, du Nord, Châtelet. exactement. Bah ouais, ils sont souvent à Châtelet. Et donc, voilà. Donc, nous, ça va être un de nos enjeux aussi. Je pense qu'ils nous ont redonné envie de faire du micro-trottoir qui défonce. Peut-être sur Briscola. Sûrement sur Brascola. Vas-y, Ben. Moi, j'ai une recommandation un peu plus courte qui est un format que je trouve intéressant et qui est le format dégustation aussi. C'est qu'en fait, j'ai vu un créateur qui fait un truc qui est génial. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être curieux, il faut sortir un peu du contexte. C'est quelqu'un qui a un frisbee, et il a fait un petit trou au milieu de son frisbee, et en fait, il met un pétard dedans, donc il va fumer. Et derrière, en fait, il lance le frisbee à une autre personne. comme ça. Ouais, un pétard comme ça, qui le jette à une autre personne, et du coup la personne prend le frisbee et fume le pétard et fait une blague, etc. Et en fait, quand j'ai vu ce format, je me suis dit, au-delà de la blague, en fait, c'est un bon moyen de réussir à créer un hook qui est très fort, parce que du coup, en fait, les formats dégustation, souvent l'intro elle est chiante. Ouais. Bah là, tu mets une madeleine sur le frisbee, tu la jettes à un pote et la personne goûte la madeleine et donne son avis. Et en fait, t'as une vidéo qui a un potentiel de viralité beaucoup plus fort. Et là, il fait quoi, de la dégustation de différents types de cannabis? c'est juste que j'ai vu cette vidéo-là Ok, passer. ok. Et en fait, ça m'a donné envie de me dire que en fait, les formats dégustation où tu fais goûter un produit de manière classique, c'est comment tu amènes le produit à la personne de manière un peu marrante. Je me disais, une voiture télécommandée, ça peut être un club de golf, ça peut être tellement de choses. Et en fait, à chaque fois, tu réussis à créer une accroche assez forte. Même sur les micro-trottoirs, tu vois, on pourrait essayer de réfléchir à comment on amène, tu vois, la dégustation produit un peu différente, quoi. Et du coup, pour être notre singularité et notre signature, quoi. Ma reco, ce serait de se dire que, en fait, arrêtez de penser du coup de manière classique. C'est comment on fait pour faire en sorte que votre action et votre activation, comment on amène le produit, le micro, etc. de manière un peu marrante du coup à la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui jette le micro, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de Comme dans les fun, réunions, tu sais. Là. de fun à faire, et en fait l'histoire du produit, etc. à créer. Donc j'ai vu ça, j'ai envie qu'on le teste, et j'ai envie de m'amuser avec ça. Ok. Donc il n'y aura pas de pétard, désolé, hein, mais Mais il y aura peut-être un frisbee. exactement. Putain, vous m'avez mis dans la sauce. Les mecs, ils parlent de craquettes à Gare du Nord avec des pétards sur des frisbees. Et moi, j'allais parler d'un livre qui n'intéressera strictement personne, mais qui est passionnant. Qui s'appelle De la stratégie en entreprise, écrit par Xavier Fontanet et Pierre Pupier. Voilà, pour les gens qui s'intéressent à la stratégie en entreprise, allez le lire, il est très bien. Puis je vais m'arrêter là parce que je ne ferai pas beaucoup mieux que ça. Un petit conseil que tu as retenu de ce livre? Putain, il y en avait plein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est la connaissance du terrain. En gros, la stratégie ne vaut que si elle est informée par la connaissance du terrain. Donc, il faut passer du temps sur le terrain pour comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Et tu veux nous faire un petit résumé sur LinkedIn ou... Peut-être. Je partagerai quelques enseignements clés pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas envie de lire le livre. Go LinkedIn. Voilà. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.